C'est parti pour un bilan lecture chaotique. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue dans ce nouveau bilan lecture qui va me permettre de parler de livres que j'ai lus en décembre dernier. Voilà, c'est à quel point j'ai tardé à vous faire ce bilan lecture. Chaotique, pourquoi? Parce que automatiquement ma mémoire est un peu défaillante et c'est vrai que quand j'ai pas eu de coup de cœur ou quoi que ce soit, c'est plutôt difficile pour moi de pouvoir vous donner un résumé assez précis des romans, mais je vais faire ce que je peux, vraiment. Ça en dit long sur mon avis sur ces livres. Et d'ailleurs, je vais commencer avec celui-là, Local Woman Missing, de Marie Kubica. Ce livre, je l'ai pas acheté comme ça sur un coup de tête. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on me l'a vraiment hypé de ouf sur TikTok. Je le voyais, enfin TikTok américain, je le voyais, mais tout le temps, mais au moins 2-3 fois par jour, en tout cas en décembre. Et je crois pas qu'il ait été sur TikTok France, donc dites-moi si vous en avez entendu parler déjà, mais en tout cas voilà, aux États-Unis, c'était vraiment THE truc. J'espérais que celui-ci, avec toutes les critiques dithyrambiques qu'on voyait sur TikTok, allait répondre à mes attentes. Et pas du tout. Voilà, donc écoutez, j'ai quand même oublié pas mal d'éléments de l'intrigue, mais je peux vous dire quand même ça. On est sur de la disparition d'enfants et aussi de femmes, voilà. On est dans une petite communauté, une petite ville où tous les voisins se connaissent et où un beau jour il y a une mère et sa fille qui vont disparaître de manière assez abrupte en laissant derrière elles une lettre destinée en tout cas au père de famille et au fils de la famille. Et oui, c'est tout ce qu'on sait en fait, mais ça reste quand même une disparition très mystérieuse, très voilà. Et en fait, l'intrigue va venir mêler plusieurs disparitions qui ont eu lieu dans cette même petite communauté. Ce que les gens disaient, surtout sur TikTok, c'était que c'était un retournement de situation incroyable, que la fin était révolutionnaire, que genre ça les avait fait limite pleurer, qu'ils étaient chocastres et tout. Autant vous dire que la fin n'a pas du tout été à la hauteur de mes espérances. En revanche, je pense que j'ai rarement été aussi happée par un livre aussi rapidement qu'avec celui-ci, parce qu'il faut bien avouer que les premiers chapitres sont incroyables. Dès le début du roman, on suit ce qui semble être une petite fille qui est coincée, qui est séquestrée dans une cave dans laquelle il n'y a pas de lumière ni rien. Donc on est avec une narration à la première personne, ce qui rend la chose encore plus immersive, et c'est hyper haletant. En tout cas le début était très bien écrit. Je trouve que ça annonçait en tout cas de belles choses pour le reste du roman. Malheureusement ça n'a pas été à hauteur de mes espérances, mais ça a quand même été une lecture sympa. J'ai bien aimé la manière dont le roman était structuré. On a plusieurs temporalités et surtout chaque chapitre se concentre sur un personnage de l'intrigue. Et petit à petit on commence à avoir des éléments, on commence à avoir des réponses, et donc à la fin, techniquement, si je me souviens bien, on a des réponses à la majorité de nos questions. C'est vrai que c'est quelque chose que je reproche souvent aux thrillers aujourd'hui, c'est voilà, d'être un petit peu brouillon, d'avoir plein de petites intrigues, plein de petites questions, et au final, ça répond pas aux trois quarts. J'ai pas grand chose à dire d'autre sur ce livre, si ce n'est que le début était excellent, et attention, je pèse mes mots, le début était très bon, ça m'a énormément angoissée. Ça s'est finalement étiolé, ça a été de mal en pis, comme on dit, pour au final être plutôt décevant parce que fin quelque peu rocambolesque. Voilà, donc un peu la flemme d'avoir ce genre de fin. C'est pas mauvais, mais c'est pas excellent, ça ne vaut pas la hype que ça a eu sur TikTok Amérique. On continue avec les thrillers, avec Les Refuges de Jérôme Loubry, je crois, que j'ai lu il y a quelques mois, et qui, pareil, m'avait été énormément recommandé, notamment par mon amie Marion, du compte Instagram Marion Reading Books, mais de manière générale, je l'avais vu pas mal circuler sur les réseaux sociaux, sur Booktube, tout ça. Peut-être que vous-même vous en avez entendu parler, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que pour ma part je suis un peu mitigée. On va suivre ici une protagoniste qui a, il me semble, la trentaine, et qui va devoir se rendre sur une île assez isolée de toute civilisation
pour récolter les affaires de sa grand-mère qui est décédée il y a peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre protagoniste n'avait pas énormément de liens avec cette grand-mère, en vérité. Elle a jamais vraiment passé du temps avec elle, enfin, le lien a été rompu de toute façon, donc elle se rend sur cette île sans vraiment savoir ce qu'elle va chercher, sans grande conviction. Une fois sur l'île, elle se rend compte qu'il y a quelque chose de très bizarre qui s'y passe. Il y a déjà très peu d'habitants, les visites ne sont pas autorisées sauf motif impérieux, donc il n'y a pas de tourisme. Et il y a une ambiance vraiment un peu pesante, oppressante et énormément de secrets en fait qui entourent cette île, qui entourent le décès de sa grand-mère et la vie de sa grand-mère sur cette île de manière générale. C'est comme ça que moi je suis rentrée dans le livre, mais sachez que ça c'est genre un tiers de l'intrigue générale. D'ailleurs clairement pas l'intrigue la plus intéressante. Mais écoutez, je suis assez dubitative quant à ce livre parce que je l'ai pas détesté. Je trouve que c'est bien écrit. C'est un véritable page-turner, c'est très difficile de se détacher de ce livre. À chaque fin de chapitre, on a un petit cliffhanger qui fait que automatiquement, on se jette sur le chapitre suivant. On a aussi ici trois temporalités. On a plusieurs temporalités, en tout cas on fait des allers-retours présent, passé, en sachant que le présent ça reste quand même les années je crois 80, donc voilà on n'est pas non plus... Enfin si on est un petit peu dans le présent 21e siècle, enfin vous verrez, il y a beaucoup de choses en fait, c'est un roman qui est très chargé, mais c'est pas non plus difficile à suivre, donc ça va. Parmi les intrigues, il y en a une qui est d'une violence assez inouïe, qui est extrêmement graphique, et qui, je pense, nécessite quelques petits trigger warnings. Alors je suis clairement pas partisane de dire il faut des trigger warnings pour tout, etc. Mais là pour le coup, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on m'avertisse qu'il allait avoir de la violence sexuelle, qu'il allait avoir des viols, qu'il allait avoir voilà, en tout cas de la violence extrêmement graphique. Et le souci que j'ai eu avec ça, c'est que comme je l'ai dit, c'est très visuel, hein. Là où il n'y a pas beaucoup de place pour l'imagination, je veux dire tout est bien décrit, si bien qu'à un moment donné moi je me suis dit je vais quand même sauter ce passage parce que la flemme, genre c'est bon, j'ai compris ce qui allait se passer, pas besoin de me décrire dans les détails. Moi pourquoi j'aime pas ça? Parce que déjà de base ça ne me plaît pas, je ne pense pas que ce soit toujours nécessaire parce que j'ai lu de très bons romans où justement on avait aussi des cas de viol, des cas de pédophilie. Ah oui voilà, je le lance là comme ça, voilà, on a des cas de pédophilie. Et pourtant les scènes n'étaient pas décrites, mais ça n'enlevait rien au suspense, ça n'enlevait rien à l'horreur parce que l'imagination fait le reste. Donc on n'a pas besoin de rentrer dans des détails, vous voyez ce que je veux dire? Souvent, alors pas tout le temps, attention, ça sert à pallier un manque d'intrigue, un manque de fond. Tout simplement, un manque d'histoire, un manque de substance en fait. Et pour moi là ça a été un petit peu le cas. En matière de contenu, c'est ça en fait qui va vous marquer, c'est ça qui va rester avec vous, c'est ça vraiment. Alors que l'intrigue en soi, l'histoire, le message, tout ça, et la fin, bon, un tiers. En gros ce que j'essaye d'expliquer, c'est que cette violence a pris le dessus sur l'histoire, a pris le dessus sur ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire l'intrigue. Et donc forcément, en fait, en comparaison, la fin, qui est pas mal, qui est pas mauvaise, mais qui n'est pas non plus incroyable, un peu comme l'autre roman que je viens de vous présenter, eh ben elle est un petit peu fade, quoi, voilà, ça n'a pas trop de goût. Et je trouve qu'il y a un problème, en fait, de mesure là-dedans, tout simplement. Mais personnellement, je pense que je me serais vraiment passée de ces scènes de violence, parce que malheureusement, ça a éclipsé tout le reste et c'est ça dont je me souviens aujourd'hui et pas du reste. Donc, dommage fromage. Le livre dont j'aimerais vous parler maintenant, alors on va changer d'univers, on va changer de vibe totalement. Il s'agit de L'étranger de Camus, qui est un livre que j'ai lu dans le cadre de mes études et que je ne regrette pas d'avoir lu. Alors ça n'a pas été une excellente lecture, mais je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes dans ce livre. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous l'ont déjà lu dans un cadre scolaire. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à partager votre expérience de lecture avec moi. Je suis assez curieuse de savoir ce que les gens pensent de Camus et de ce livre qui est quand même assez iconique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va suivre Meursault qui est un Français qui vit en Algérie pendant la colonisation. Et le roman commence avec le décès de sa mère, donc il se rend
aux funérailles, il se rend déjà dans l'hôpital dans lequel elle se trouvait avant sa mort. Et donc on va assister à l'enterrement, tout ça. Et en fait voilà, tout simplement l'histoire c'est on suit Meursault et on suit un petit peu sa vie en Algérie, et puis il va se passer quelque chose qui va être un peu un moment, qui va représenter une sorte de moment épiphanique dans la vie de Meursault et qui va lui permettre de prendre un tournant dans sa manière de penser et dans sa manière de penser la vie, en fait le sens de la vie surtout. Ce qu'il faut savoir en fait c'est que dans ce roman, Camus utilise l'absurde pour mener à bien sa réflexion philosophique justement sur le sens de la vie, sur le sens de notre existence sur Terre, et c'est surtout vers la fin qu'on a le plus gros de cette réflexion. On apprend à connaître un petit peu Meursault qui était un personnage extrêmement antipathique et apathique puisque rien ne l'anime, il n'est dérangé par rien, il n'a envie de rien, donc c'est finalement quelqu'un de très pénible, très chiant. Et je vous l'ai dit, il y a ce moment qui se passe dans le roman et là, voilà, là tout change. Je trouve que ce livre est assez, il est incontournable et il m'a vraiment poussée à m'interroger sur le positionnement de Camus par rapport à la colonisation, par rapport à la révolution. Parce que c'est vrai que Camus ne s'est jamais réellement prononcé en fait sur l'indépendance de l'Algérie, à chaque fois il zigzaguait, mais en fait je trouve que ce roman et certaines paroles qu'il a pu avoir par la suite sont assez révélatrices de ce qu'il pensait peut-être réellement. Et ça m'a beaucoup intéressée, voilà tout simplement. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce roman, il est pas particulièrement long, c'est un classique assez intéressant, plutôt bien écrit, il y a des passages qui sont un peu longs, mais voilà, il y a aussi de la violence faite sur les femmes, donc ça, vous savez quoi, on va même pas en parler. C'est un livre de son temps, voilà, tout simplement, et qui est très intéressant. Voilà, je vais m'arrêter là et j'espère que ça vous donnera envie, ou pas, de le lire. Meilleure chronique de l'ère de Booktube. Le dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit du Gaune du Shabbat de Azouz Begag, et on reste ici aussi dans une thématique coloniale, post-coloniale, toujours dans le cadre de mes études. Là on se rapproche un peu plus de ce qu'on appelle la littérature beurre, donc qui a émergé principalement dans les années 1980 ou alors 70, non je crois que c'est 1980. Et en fait qu'est-ce qu'un gaune? Alors déjà moi j'ai appris ça, c'est un terme vernaculaire il me semble, lyonnais, de la région lyonnaise, pour dire un enfant tout simplement. Et en fait le Shabbat c'est un bidonville dans lequel vivaient pas mal d'immigrés algériens, en tout cas la famille de notre protagoniste. On peut clairement dire qu'il s'agit de l'histoire, de l'expérience de l'auteur qui lui-même est enfant d'immigrés, qui a quitté l'Algérie avec sa famille et qui donc s'est installé dans ce fameux bidonville lyonnais. Et cette histoire c'est un peu son évolution dans ce bidonville, sa vie dans ce bidonville et surtout son désir de s'en sortir et surtout de s'en sortir grâce à l'éducation, grâce au savoir, grâce à l'école. Clairement ça c'est pas non plus ce qui occupe le roman, mais on comprend qu'il y a une sorte d'assimilation française qui est faite et qui a été intériorisée par donc le protagoniste qui est convaincu que pour être comme les Français, il faut en tout cas réussir comme eux à l'école, voilà, en tout cas se détacher de ce carcan familial et de vivre entre guillemets à la française. Tout ça ce sont des réflexions qui sont dans le livre, hein, donc ça vient pas de moi nécessairement. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, ça n'a pas été mon livre préféré, mais encore une fois si vous vous intéressez justement à l'immigration et en tout cas au mouvement beurre des années 1980, je pense que celui-là c'est un peu un incontournable, même si selon moi c'est pas le meilleur. Et voilà, c'est fini pour ce bilan lecture. Je suis contente de l'avoir fait parce que c'est vrai que ça fait littéralement des mois que je traîne ces lectures et je vais essayer d'être un peu plus régulière maintenant dans mes bilans lecture, surtout que je lis beaucoup par rapport à mes études et du coup j'espère que ça vous intéresse quand même. Je me dis, si vous avez des recommandations, je vous en prie, des bonnes recommandations de thrillers à me faire, n'hésitez pas. Moi à chaque fois, vous remarquez, hein, je me lance à corps perdu, hein. Je suis de bonne foi à chaque fois, mais c'est juste que je trouve juste que c'est pas incroyable, mais je suis toujours ouverte aux propositions. Donc si vous avez des suggestions de thrillers qui vous ont plu, qui vous ont retourné l'estomac, écoutez, je suis toute oui, n'hésitez pas à vous lâcher dans la barre de coms, comme dirait Skyblog. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à tous et à toutes, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.